avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Chapitre 10. Je ne vous cacherai pas que vous n'êtes pas les bienvenus ici, messieurs. Le maire de Henderson venait de nous accueillir comme ça, raide comme un pieu, les épaules tirées en arrière pour compenser les bons 10 centimètres qui lui manquaient. Un type sec, nerveux, avec 3 cheveux en guerre civile sur le sommet du crâne qu'il essayait de discipliner d'un doigt agacé. Il parlait vite, trop vite. Ça défilait comme un discours de campagne improvisé. Intimidation, état martial, abandonné, tout le catalogue de griefs qu'Henderson entretenait contre nous, les militaires. Et encore, ça, c'était juste l'échauffement. Il nous toisa comme si on était de simples coursiers dépêchés par le colonel pour recevoir sa colère. Un petit sourire en coin, méprisant, celui de ceux qui croient tenir leur moment de gloire. Et si vous estimez que je suis dur, messieurs, attendez de voir la communauté de Henderson. Il avait appuyé sur « communauté » comme on appuie sur une menace feutrée. « Vous oubliez que je fais partie de cette communauté, monsieur Whittaker, » répondis-je, prêt à jouer mon rôle d'enfant du pays. Mon père a été un pilier de cette ville pendant plus de 50 ans. Nous avons mis tout ça en place pour vous protéger. Whittaker tira une première bouffée sur son immense cigare. La fumée lui revint en pleine gorge. Il toussa comme un homme pris en faute. Nous protéger ? Vraiment ? Et de qui ? Pas de qui, monsieur Whittaker. La porte du gymnase vola presque contre le mur. Un type que je connaissais de vue, un habitué du dîner de Wallace, je crois, déboula en trébuchant. Les yeux trop grands, la respiration coupée, la panique pure. « Monsieur le maire, vous tous, venez voir dehors. Il y a un truc pas normal. » Son cri fendit l'air. Quelques murmures, des regards échangés, un silence qui tomba d'un bloc. Même Whittaker perdit son aplomb, son cigare tremblait entre ses doigts. Je croisai son regard. « Voilà pourquoi on est là. » Nous sortîmes. D'abord nous 3, puis les habitants derrière nous, comme aspirés dehors. Une foule compacte, silencieuse, se formait au pas, dans un froissement de vêtements et de respiration retenue. Dehors, l'air avait une odeur métallique. Tous les regards se levèrent vers le sud. Et devant nous, à l'horizon, le linceul noir avançait. Une masse, une obscurité qui engloutissait tout sur son passage. Plus proche qu'elle ne l'avait jamais été. À vue de nez, elle ne devait plus être très loin de la base. Le cigare de Whittaker glissa de ses doigts et tomba dans la poussière. Autour de nous, un murmure se répandit, un bruissement de conversations inquiètes, de questions chuchotées. Clara s'approcha de moi et posa doucement sa main sur mon bras. « Steve, tu devrais leur parler. On se pose trop de questions depuis trop longtemps. » Je hochai la tête. « Je suis là pour ça. » Je me tournai vers eux. Une centaine de visages, certains figés, d'autres déjà au bord de la panique. « Écoutez-moi bien. Je suis pas venu pour vous faire peur, ni pour vous raconter des histoires. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas pour rien. » J'essayais de tous les regarder dans les yeux, comme si je leur parlais individuellement. « Cette chose, elle est apparue hier, et elle avance, très vite, et on ne peut pas l'arrêter. » Un fermier me toisa du regard. Casquette élimée, bras croisés, mâchoire serrée. « Qu'est-ce que t'essaies de nous dire, mon gars ? Qu'on va tous crever ? » « Non. Je veux vous convaincre de partir vers le nord, le plus vite possible. Cette chose progresse vite. » « Partir ? Mais pour aller où ? » Un autre homme leva la voix sans même attendre ma réponse. « Et nos maisons, nos bêtes, on va tout laisser comme ça ?» Un jeune, probablement du lycée, éclata. « Vous avez vu ce truc ? C'est pas une tempête, pas un feu, c'est autre chose. » « Ouais, et quand ça nous rattrape, il se passe quoi ? On devient quoi de l'autre côté ? » « Ce qu'il y a de l'autre côté, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'on a envoyé l'un des nôtres là-bas.
et il n'est jamais revenu. On parle de combien de temps avant que ça arrive ici? Je pris une inspiration lente. Ils me regardaient tous comme si j'avais les réponses, comme si j'étais devenu malgré moi le porte-parole d'une fin du monde dont je ne comprenais pas plus que les règles. Je peux pas vous donner d'heure précise, mais ça se compte en journées, peut-être en heures. Un silence lourd s'abattit. « Putain, vous êtes toute une armée !» cria un type trapu, la chemise tachée de graisse. « Me dites pas que vous pouvez rien faire. Vous avez des armes, des avions, je sais pas moi. Vous pouvez pas combattre ce machin ?» Je secouai la tête. Ça marche pas comme ça, on a essayé, tout ce qu'on a pu. Le voile noir avance, point. La seule chose à faire, c'est fuir. Le fermier revint à la charge. « Et comment tu veux qu'on parte ? Toute notre vie est ici. On a des gosses, des vieux, des malades, et on n'a pas tous des voitures. » C'est ma mission, organiser votre évacuation. On a des véhicules, du carburant, une logistique. On peut vous emmener jusqu'à Caliente et au-delà si nécessaire. Mais il faut se décider, maintenant. Et si on part, et que ça nous suit, on fait quoi? Alors on continuera, encore plus au nord. Mais rester à Henderson, c'est choisir de mourir ici. Les regards s'abaissèrent. Les mâchoires se crispèrent. La communauté soudée dont parlait Whittaker venait de se fissurer sous mes yeux. Un type trapu, le paysan typique du Nevada, buriné par un soleil trop fort, lança presque en rugissant « Moi, j'abandonnerai jamais ma terre. Je suis né ici, comme mon père avant moi. S'il faut crever, je crèverai ici. » Le petit a parlé de choix. Voilà le mien. Personne ne le contredit. Peut-être que beaucoup pensaient la même chose. Peut-être que je n'étais pas assez convaincant. Un grand roux aux yeux pâles, le mécano de chez Ford, prit la parole à son tour. C'est pas une question d'abandonner, c'est une question de survivre. Vous les entendez, les militaires? C'est pas nos ennemis. Pour la plupart, on les connaît. Lui, là, il est de chez nous. Ils sont américains, bordel. Américain ou pas, personne va me dire quand partir de chez moi. Peut-être pas. Sauf s'il n'y a plus de chez toi. Moi, j'ai des gosses. Ma priorité, c'est de les protéger. Un silence tendu suivit, brisé uniquement par Branson, le pasteur. Il serrait sa Bible contre lui comme une bouée. « Mes frères, dit-il d'une voix claire et forte, celle de ceux qui ont prêché toute leur vie. La Bible le dit. Malheur à ceux qui resteront quand viendront les jours de ténèbres. » Un frisson parcourut la foule. Oui, mes frères, cette chose qui avance, c'est l'ombre des jours annoncés par l'Apocalypse. Malheur à nous si nous restons ici. Un remous parcourut la foule autour de Whittaker. Le maire soupira, baissa la tête, puis s'approcha de moi. La population est partagée, mon gars. Mais t'as parlé juste. Beaucoup vont te suivre. Ce machin me file la chair de poule. Et ce que le pasteur a dit, c'est peut-être la fin du monde. Mais tu vois, moi je suis né ici. J'ai grandi ici. J'ai jamais connu autre chose qu'Henderson. Ce que tu me demandes, c'est de fuir vers un inconnu qui me terrifie autant que ce voile noir. Alors non, je te suivrai pas. Je resterai chez moi. Et j'attendrai que la ville disparaisse en même temps que moi, si c'est la volonté du Très-Haut. Mon rôle n'est pas de vous forcer à me suivre, monsieur Whittaker. Je suis venu pour vous alerter et donner un coup de main à ceux qui voudront partir. Je me tournai vers les habitants d'Henderson, serrés les uns contre les autres. Ceux qui veulent aller vers le nord, faites un pas vers moi. Les autres peuvent partir où ils veulent. Henderson n'est plus sous blocus. Un flottement, puis des pas. Une dizaine de personnes avancèrent, des couples, 2 gamins, un vieil homme en chemise à carreaux. Et Clara. Elle essayait d'avoir l'air posé, mais ses mains tremblaient. Elle était morte de trouille, comme moi, comme tout le monde ici. Je jetai un coup d'œil au voile noir, impossible de détourner les yeux. Ce n'était pas une nuit, pas une ombre, pas même un orage. C'était le vide.
une ligne parfaite entre ce qui existait encore et ce qui avait déjà été effacé. Un silence qui avalait le monde. Le talkie-walkie sur ma ceinture grésilla. Je l'approchai de mes lèvres. Grant, C'était le colonel. je suis à quelques centimètres de la chose. Mon colonel, reculez. Il est encore temps de... Non. Pour moi, non. Et pour vous non plus. J'ai compris ce que c'est, ce voile. Un long silence. Si long que j'ai cru qu'il était déjà parti. Colonel? On entendit un bruit parasite. Rendez-vous de l'autre côté, Grant. La liaison se coupa. Pas un souffle. Pas un craquement. Rien. Comme si lui aussi venait d'être avalé. Clara était tout près. Elle me demanda d'une voix tremblante. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tu le sais, toi? Non, je ne savais pas. Je la regardais dans les yeux. Je sais juste une chose. Il faut fuir ce voile noir. C'est tout. Ce qu'a voulu dire le colonel, j'en ai aucune idée. Tout ça me dépasse. Je fais juste ce que je peux. Elle hocha la tête, une confiance fragile dans les yeux. J'ai confiance en toi, Steve. Sa voix n'était qu'un souffle, juste pour moi. Puis elle se tourna vers les autres, ceux qui avaient déjà fait un pas en avant. Et là, son ton changea, plus clair, plus ferme. Allez, on y va. On n'a plus le temps. Et je leur fais confiance. Sa peur était visible, presque palpable, mais quand elle parla, elle ne laissa rien paraître. Sa voix claqua, nette, solide. Elle avait ce charisme qui ne se commande pas, celui qui entraîne les autres malgré soi. Ça me coupa le souffle. Tout s'enchaîna très vite. Les militaires se dispersèrent pour organiser l'évacuation. Daniels et Cooper firent reculer les camions et rabattirent les ridelles. Le vieux Ford GMC tout sauta avant de se stabiliser sur un grondement profond. Le vent s'était levé, charriant la poussière vers le sud, comme aspiré par le voile noir qui se rapprochait. Allez, on embarque par priorité. Les plus âgés furent les premiers. 2 soldats soutenaient un vieil homme qui peinait à marcher. Il agrippa mon bras en passant, son regard perdu quelque part derrière moi. Il jetait toujours un œil à la frontière noire qui avançait. « Ça va aller, monsieur. Montez. » Une mère monta après lui, portant un bébé contre sa poitrine, serré dans une couverture qu'on venait de lui donner. Une infirmière militaire l'aida à s'installer et attacha la sangle autour du siège métallique. « Par ici, madame. Tenez-vous à moi. Voilà, doucement. » Plus loin, un gamin refusait de quitter son chien. Le sergent Cooper s'agenouilla à sa hauteur. « Écoute, fiston, ton chien vient avec nous, d'accord? Mais faut monter maintenant. » « Juré ?» Juré. Il souleva l'animal d'une main et plaça l'enfant dans la benne, comme si c'était la chose la plus normale du monde. De mon côté, j'aidais un couple dont la femme avait une jambe bandée. Je la portais pour la hisser dans le camion. Merci, sergent. Merci. On va s'en sortir. Accrochez-vous bien. Une fois les civils installés, on attacha des bâches pour les protéger du vent et de la poussière. L'air devenait lourd, chargé d'électricité, comme avant un orage qui n'arriverait jamais. « Grant !» appela Daniels. « On a 2 véhicules pleins. Le 3e embarque les derniers. Je prends la tête du convoi. Dès que ton groupe est prêt, tu me suis. » « À vos ordres, mon capitaine. » Je regardais la Jeep de Daniel s'éloigner, moteur grondant, suivi des premiers camions déjà secoués par le vent. Puis je me retournai vers l'autre côté. Le voile noir s'était encore rapproché, une langue d'ombre qui gagnait du terrain, centimètre après centimètre. Je donnai mes derniers ordres aux soldats restés sous ma responsabilité, en les plaçant chacun là où ils pouvaient être utiles. Mon regard balaya le chaos du départ, cherchant Clara. Elle était là, penchée sur une vieille dame, l'aidant à refermer son manteau d'un geste doux. La température chutait à vue d'œil. « Clara, tu voudrais venir avec moi ?» Elle ne répondit pas. Nos regards se croisèrent. Le vent souleva une mèche de ses cheveux. Elle eut ce petit sourire, minuscule, timide,
presque imperceptible. Puis elle s'avança vers ma Jeep, silencieuse, comme si elle avait attendu ce moment autant que moi. Nous avons pris la tête du convoi. Je jetai un dernier regard dans le rétroviseur, vers ceux qui étaient restés. Qu'allait-il leur arriver? Le moteur ronronnait en dessous de nous, comme un animal inquiet. La Jeep suivait la piste cabossée qui menait vers les contreforts de Black Ridge. Clara n'avait rien dit depuis plusieurs minutes. Ses doigts jouaient avec la couture de son manteau. Un geste nerveux. Steve, j'arrête pas de repenser au soir du bal. L'explosion? Oui, l'explosion, la neige noire, tout ça. On a cru, j'ai cru que c'était les Russes. Moi aussi. C'était pas les Russes, hein? Non, c'était pas les Russes. Elle fixa de nouveau la route devant nous, puis se tourna brusquement vers moi, une lueur d'inquiétude dans les yeux. On va vers le nord, c'est ça? Par le tunnel? Oui, Daniels ouvre la voie. On n'est pas très loin de lui. Elle regarda droit devant elle, le visage soudain figé. C'est pas possible, Steve. Elle me montra la montagne vers laquelle nous nous dirigions. Je crois que le voile noir est devant nous aussi. Quoi? Non, il est derrière. On l'a vu s'avancer vers Henderson, par le sud. Regarde le ciel, Steve. Je suivis son regard. Et je compris. Je ne l'avais pas vu. Prisonnier de la route, des pierres, du volant, je n'avais rien vu. Mais là, au-dessus des montagnes, une nuit compacte avançait vers nous. Pas une ombre, pas un nuage. Le même vide noir qui s'avançait vers Henderson, sauf que celui-ci venait droit de l'horizon nord, comme un rideau gigantesque tiré depuis le ciel. Le voile n'était pas seulement derrière nous, il nous prenait en tenaille. Et Daniels fonçait droit dedans, du côté du tunnel de Black Ridge. Un frisson glacé remonta le long de ma nuque. Les mots du colonel Morris revinrent d'un seul coup, nets, implacables. Il est trop tard pour moi comme pour vous.